Où regardez-vous quand vous êtes sans le sou et que vous êtes massivement endetté? C'est peut-être un brin exagéré, mais cela donne une idée de la raison pour laquelle le sommet européen d'aujourd'hui, ici à Bruxelles, est essentiellement consacré à l'évasion fiscale. Comme vous le voyez ici, les pays de l'Union européenne perdent près de 1 000 milliards d'euros chaque année en raison de la fraude et de l'évasion fiscale. Ça correspond au montant du budget européen pour les 7 prochaines années et cela représente 2 000 euros par citoyen européen et par an. C'est aussi près du double de ce qui a été dépensé par l'Union européenne pour financer les plans d'aide aux pays en difficulté. Cet argent permettrait de payer les factures en Europe, mais encore faut-il mettre la main dessus. Nous sommes en direct pour une édition spéciale consacrée au sommet européen où il sera donc question d'évasion fiscale. Je suis Fariba Mavadat et durant l'heure qui va suivre, je vais avec mes invités ici en studio évoquer les enjeux de ce sommet qui débute et qui donnera certainement lieu à un bras de fer entre les plus opulents et les gouvernements dont les caisses sont vides. Mais tout d'abord, rendons-nous au conseil à quelques encablures de notre studio où ma collègue Effie Koutsokosta prend le pouls avant cette réunion au sommet. Effie, un marché unique requiert une approche unique, je cite là le commissaire européen à la fiscalité, mais il semble que dans ce cas précis, l'approche commune soit loin d'être une réalité. Oui, Fariba, en ces temps de crise, l'Union européenne ne peut pas ignorer le fait que l'évasion et la fraude fiscale minent la viabilité des économies et ont certainement aggravé la crise de la dette. La plupart des pays de l'Union étant très endettés, les évadés fiscaux sont dans le collimateur. De plus, en plus de cas de fraude sont révélés et même des pays comme le Royaume-Uni, qui ont longtemps attiré de l'argent, veulent éviter d'être perçus comme des sanctuaires fiscaux. Depuis 2005, la plupart des pays de l'Union échangent des informations sur les avoirs et les comptes bancaires des citoyens qui vivent dans un autre État membre. Mais l'Autriche et le Luxembourg ne participent pas. Ces deux pays maintiennent le secret bancaire. En contrepartie, ils taxent les dépôts étrangers à la source et transfèrent l'argent au pays d'origine de l'investisseur. Pour autant, ces dernières semaines, le Luxembourg a assoupli sa position et les scandales fiscaux, notamment en France, ont ravivé le débat sur la nécessité d'un front uni avec la France, le Royaume-Uni ou l'Italie encore en première ligne. Merci Effie, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Alors le Parlement européen est sur la même ligne que la Commission. Il demande que les États membres resserrent les rangs pour tenter de diviser par 2 ces 1 000 milliards de manque à gagner d'ici 2020. Rejoignons maintenant Andrei Beketov au Parlement européen à Strasbourg. Andrei, où en est-on au Parlement ? Oui, Fariba, hier, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur d'une plus grande surveillance fiscale. Les eurodéputés soutiennent le projet de la Commission. Ils appellent à ne plus faire payer les honnêtes contribuables pour les pertes subies. Certains ont félicité le commissaire européen, Algirdas Šemeta, pour ses efforts dans la lutte contre les pertes fiscales. Avant son départ pour Bruxelles, il nous a donné une interview. Monsieur le commissaire, merci de nous accorder un entretien en cette période très chargée. Quel accord espérez-vous réellement sceller lors du sommet européen? Eh bien, je pense que nos citoyens attendent effectivement de ce sommet européen des décisions audacieuses. Il figure également au débat la question l'amélioration de la directive, la révision de la directive européenne sur l'épargne et la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations, mise en œuvre efficace. Mais les contribuables devront financer votre système de perception fiscale qui sera plus cher et plus vaste. En matière d'administration, le coût n'est pas énorme. Nous devons introduire un système de liste noire pour les paradis fiscaux et l'ensemble de ces mesures permettront aux États membres de percevoir des centaines de milliards d'euros en plus dans l'escarcelle du Trésor public. Mais comment expliquer qu'il soit soudainement si urgent de diminuer l'évasion fiscale, qui est un problème depuis très longtemps? Pourquoi maintenant? Est-ce à cause des scandales en France, en Grèce, en Allemagne? Nous sommes actuellement confrontés à une situation où un avis de tempête
Et plusieurs facteurs ont contribué à faire de cette question une priorité politique. Vous mentionnez plusieurs scandales en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ce qui a effectivement amplifié le phénomène. Nous devons aussi remercier les journalistes d'investigation. Leur travail sur l'affaire Offshore Leaks a donné une grande impulsion à ce dossier, a fait progresser la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Nous ne devons pas non plus oublier que la plupart des États membres sont en proie à de sérieuses difficultés fiscales et se heurtent aussi à des problèmes budgétaires, des difficultés budgétaires. Quelle est l'utilité de procéder à des échanges d'informations s'il n'y a pas de sanctions pour les personnes prises sur le fait? Eh bien, nous disposons dans nos États membres de dispositions sur lesquelles cela relève de la responsabilité pénale, mais elles diffèrent d'un État membre à l'autre. Et donc, pour éviter une situation de shopping fiscal, je pense qu'il convient de prendre des mesures dans ce domaine également. Quelles seront les prochaines étapes? Eh bien, nous espérons mettre rapidement sur la table des mesures supplémentaires pour élargir le champ d'application de l'échange automatique d'informations, pour inclure les dividendes, les gains de capitaux, les royalties. Et l'objectif est bien sûr qu'à la suite de l'adoption de ces mesures, les contribuables soient tenus de payer leurs impôts, soit dans le pays où ils exercent leur activité, soit dans le pays où ils sont des résidents fiscaux. Andrei Beketov was talking to Algirdas Semeta, European Commissioner on Tax. Voilà, c'était donc l'interview de notre envoyé spécial à Strasbourg avec le commissaire Algirdas Semetas. Et nous sommes en direct sur Euronews. Et mes invités dans le studio sont Guido Ravut, le secrétaire général de la Fédération européenne des banques, et Thierry Philippona, secrétaire général de l'ONG Finance Watch. Monsieur Ravut, les banques, en particulier dans cette crise, ne veulent pas perdre leurs clients face à la concurrence des pays qui sont hors de portée des juridictions européennes ou américaines. Est-ce qu'on peut attendre d'elles qu'elles coopèrent sans résistance à ces demandes de transparence, de transmission d'informations? J'estime que la concurrence est loyale, mais elle se déroule toujours dans les limites des règlements et de la législation. C'est pour cette raison que nous soutenons effectivement cette initiative qui vient d'être prise par la Commission européenne, et nous soutenons les objectifs qui sous-tendent cette coopération internationale et la nécessité de la mettre en place. Il faudra bien entendu travailler en premier lieu avec nos partenaires les plus proches, à savoir les États-Unis, notamment dans le cadre de la législation FATCA qui est en vigueur aux États-Unis. Nos banques doivent se conformer à cette législation, et notamment pour les Américains qui sont résidents en Europe. Cette coopération fiscale, nous pourrions l'améliorer, la peaufiner, mais ce qui nous préoccupe, ce sont aussi tous les autres centres financiers présents à travers le monde, et nous avons bien entendu l'OCDE, l'Organisation européenne pour la coopération et le développement économique, qui est très active dans le cadre de cette collaboration, de cette coopération au niveau fiscal, et nous espérons bien entendu que ce cadre international qui pourrait voir le jour sera élargi pour couvrir l'ensemble des centres financiers. Nous devons donner le bon exemple au niveau de l'Union européenne, et au niveau des États-Unis, nous espérons que les autres suivront. Mais c'est un espoir, ce n'est pas forcément la réalité. Je dirais que la réalité ne dépend pas de nous, c'est une réalité politique. Nous n'avons pas prise sur la réalité. Nous savons que les gouvernements et les États doivent coopérer. C'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Ce que je peux ajouter, c'est que nous sommes prêts à soutenir cette coopération au niveau de l'Europe avec les États-Unis. Nous sommes prêts à la soutenir à l'échelon international.
Monsieur Filippona, Monsieur Ravout a fait allusion au gouvernement. Il y a donc une autre facette à prendre en compte. Nous le savons, les gouvernements ont beaucoup protégé les banques par le passé en y injectant des liquidités. Les contraindre à lutter contre l'évasion fiscale, à perdre des clients, les affaiblirait. N'est-ce pas entretenir le cercle vicieux de la crise financière? Si vous me permettez de formuler un commentaire, je dirais qu'il faut regarder la situation sous l'angle inverse. Il y a 5 ans, par exemple, le grand public soutenait le dispositif bancaire pour éviter son écroulement. En échange de cela, il est vrai que la société, le grand public en général, a bien entendu demandé aux institutions bancaires de ne pas participer à ce dispositif d'évasion fiscale. Il faut savoir que l'évasion fiscale, au bout du compte, va à l'encontre de l'intérêt de la société. Donc, si la société a mis en œuvre quelque chose, il y a peut-être d'autres raisons qui peuvent intervenir, mais nous devons garder à l'esprit que certains peuvent insister pour que les banques ne participent pas à ce dispositif qui finira par moindre perception d'impôts. Mais si l'on prend en considération cette situation, on le sait, il y a toute une série de multinationales qui ont quitté l'Europe et les États-Unis pour aller s'installer dans des parties plus discrètes du monde. Et nous savons qu'au bout du compte, il y a des compensations qui devront être versées aux banques, surtout si les multinationales quittent ces banques en question. Qui va compenser ces pertes? Est-ce que c'est le citoyen qui est déjà mis sous pression, qui ploie sous le poids des taxes? Non. Dans un monde idéal, là où il n'y aurait pas d'évasion fiscale, comme M. Van Rompuy l'a très bien dit récemment, il y aurait 1 milliard d'euros qui pourraient tomber dans l'escarcelle du Trésor public, et cela serait bénéfique pour l'ensemble des citoyens. En ce qui concerne par contre le point de vue des banques, je ne suis pas censée m'exprimer en leur nom, mais il faut parler de cette question, il faut que l'on soit sur un pied d'égalité, il faut être compétitif par rapport à d'autres concurrents éventuels hors de l'Union européenne. Et il faut savoir que c'est un sport pour certains de se livrer à l'évasion fiscale. Et donc, si nous avons une source limitée de concurrents, est-ce qu'il est légitime pour ces banques de tirer un critère de concurrence de cette évasion fiscale? Pour Finance Watch, la réponse est non. La majorité des politiques, des élus vont bien sûr dans le même sens que nous. Et si vous demandez à M. Ravout, je suis certain qu'il ira dans le même sens. Je pense que du côté des banques, ils ne sont pas en faveur d'un tel dispositif. Il est évident que l'évasion fiscale n'est pas une source légitime de concurrence. Tout tourne autour de la volonté politique et il faut voir s'il existe cette volonté politique de travailler sur l'évasion fiscale, sur le secret bancaire, sur la libre circulation des capitaux. Vous pouvez bien sûr faire évoluer vos capitaux d'un endroit à l'autre comme bon vous semble, mais si vous essayez de dissimuler cela, alors là, il y a évasion fiscale. Mais si vous mettez bout à bout les éléments, la masse critique des éléments que je viens de citer, elle est énorme et on sait qu'au niveau du reste du monde, il y aura effectivement des espaces où on continuera de s'adonner à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale, mais au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, si on essaie de travailler sur le secret bancaire, si on essaie de promouvoir l'évasion fiscale, alors il y a des restrictions qui pourraient être établies et on pourrait atteindre une masse critique qui nous permettrait de renverser la vapeur, de modifier le système sur le plan mondial. Et je pense que très rapidement, on pourrait avoir une nouvelle situation. La situation actuelle est néfaste pour la plupart d'entre nous et par le biais de la coopération, par le biais de ces dispositifs, on peut améliorer une situation qui est périlleuse pour l'instant, pour autant que la volonté politique soit de mise. Messieurs, merci. Je reviendrai vers vous dans quelques minutes. Mais dans l'intervalle, jetons un coup d'œil à l'entrée VIP du Conseil.
Voilà, et nous sommes effectivement à l'entrée VIP du Conseil, là où arrivent les dirigeants. Alors on sait que plusieurs d'entre eux sont d'ores et déjà arrivés, notamment Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois, qui a expliqué que le Luxembourg accepterait la transmission automatique des données bancaires des résidents étrangers, de ceux qui ont de l'épargne au Luxembourg à partir de janvier 2015. Ce qu'on attend des Européens, ce sont au minimum des règles communes. Actuellement, comme cela a été dit, il y a encore deux pays, l'Autriche et le Luxembourg, qui maintiennent le secret bancaire. Et ces deux pays ont dit un oui de principe à la levée du secret bancaire en 2015, au transfert automatique de ces informations pour les étrangers qui ont des comptes dans leur pays, mais ils tiennent aussi à ce que cela soit fait en même temps pour la Suisse, d'autres territoires qui ne font pas partie de l'Union, qui font jouer la concurrence. C'est le cas du Liechtenstein, de San Marino, de Monaco. Et Bruxelles va négocier avec ces pays. Mais bien sûr, cela prendra du temps. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la question de savoir quelles sont les informations transmises d'un pays à l'autre. Alors, elles ne concerneraient plus seulement les comptes, les revenus de l'épargne, mais aussi d'autres formes de revenus. C'est ce que veut la Commission, par exemple les dividendes, les assurances-vie, les rentes immobilières, et cela suscite beaucoup de résistance, encore une fois, de la part de l'Autriche et du Luxembourg. Voilà, et puis il y a aussi des pays comme le Royaume-Uni qui insistent pour avancer dans la lutte contre l'évasion fiscale dans un cadre plus large, parce que l'Europe seule n'y parviendrait pas. Ce cadre, c'est notamment celui du G8. Le Royaume-Uni va en prendre la présidence. Il y aura un sommet en juin. C'est aussi le cadre de l'OCDE qui compte 34 pays, et puis celui du G20. Vous avez vu passer tout à l'heure la première ministre danoise, Elle Thorning-Schmidt, dont le pays ne fait pas partie de la zone euro, mais qui, elle aussi, est soucieuse de cette question de l'évasion fiscale. Alors, ça n'est pas le seul dossier à l'ordre du jour. Il doit aussi être question d'énergie, les ressources en énergie, la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis de ses fournisseurs extérieurs, comme la Russie, et puis les limites des énergies renouvelables. Et il doit être question du gaz de schiste qui divise beaucoup à cause des effets de la technique de fracturation. Voilà, l'énergie donc dont il sera question lors de ce sommet. Très court ce sommet, il ouvre à 13 h, il devrait finir à 17 h. D'ailleurs, François Hollande, le président français, et David Cameron, le Premier ministre britannique, doivent être à Paris à 20 h pour un dîner commun. Sommet éclair donc. Et dans quelques secondes, retour en studio avec Fariba et ses invités pour cette édition spéciale consacrée au sommet. Là, nous sommes en direct pour le sommet européen de Bruxelles. Je vous propose de retrouver notre programmation habituelle pour les prochaines minutes. À tout à l'heure.